Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité ce lundi à Conakry est dominée par l'ouverture des travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Plus de 500 participants des 57 pays membres ont répondu à l'appel de cette rencontre internationale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a rendu un vibrant hommage à l'organisation avant d'appeler les membres à lutter contre la pauvreté et l'ignorance. Mohamed Lamine Souma, Mohamed Lamine Solano et la joie de Sissi. Le Grand Palais des Nations de Conakry renoue avec la grandeur après plus de 17 années de passage à vide. Sous l'ère du professeur Alpha Condé, bâtisseur, la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des 56 pays membres de l'Organisation pour la coopération islamique s'est ouverte ce lundi dans cette salle innovante des conférences. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer pour faire reculer la pauvreté et l'ignorance au sein des pays de la Oumma islamique. Pour atteindre cet objectif, le professeur Alpha Condé dit qu'il est nécessaire de promouvoir la paix et le développement dans l'espace OCI, Organisation pour la coopération islamique. Bien évidemment, l'Organisation de coopération islamique n'a pas failli à son devoir de solidarité et de fraternité envers le peuple de Guinée. Je tiens à saisir l'occasion pour exprimer notre sincère gratitude et de renouveler notre attachement à ces idéaux au moment où le monde, en pleine mutation, avec des défis globaux et complexes, a tant besoin de compréhension, d'équité et de respect de la dignité humaine. Cette préoccupation ne rime-t-elle pas avec le thème de la présente conférence qui met l'accent sur le dialogue de civilisation en tant que facteur de paix, de solidarité et de développement durable. En vous souhaitant la chaleureuse bienvenue à Conakry, j'ose espérer que votre contribution de qualité au déroulement de présentes assises renforcera notre unité d'action pour faire de notre organisation un acteur incontournable dans la gestion des affaires mondiales. Mesdames, Messieurs, en dépit des avancées enregistrées dans maints domaines depuis la session de Djibouti, notre préoccupation est grande quant à la personne de conflits et à l'éclosion de nouvelles crises au sein de notre famille. Est-il besoin de rappeler que ces bouleversements sapent nos efforts de développement et peut-être les chances d'un épanouissement harmonieux et rapide de nos États? Nous devons y faire face avec responsabilité à une plus grande maîtrise des causes profondes de l'instabilité. Le chef de l'État a aussi rendu un vibrant hommage à l'OCI dans la lutte en faveur de la paix et l'indépendance du peuple palestinien. Ardent défenseur de la dignité humaine, le président de la République a aussi plaidé en faveur du retour de la liberté et de la paix en Syrie. Il a profité de cette tribune, remercier et féliciter la communauté internationale pour tous ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans les 5 continents. En fin de cérémonie, le secrétaire général sortant de l'OCI, le professeur Ekmeldine et le président du groupe de la Banque islamique de développement, Dr Mohamed Ali, ont été élevés au grade de commandeur de l'ordre national du mérite par le président de la République. Deux personnalités qui ont rendu d'énormes services en faveur du développement des 56 pays membres de l'OCI. C'était donc la cérémonie d'ouverture avec le président de la République au Conseil des ministres des Affaires étrangères de la conférence islamique OCI. Pour le rappel, l'OCI a été créée le 25 septembre 1969 à Rabat, au Maroc. L'organisation a pour but de sauvegarder la cause islamique et aussi de raffermir les liens de coopération entre les États membres. Kadi Touré revient sur l'historique de la Oumma islamique. L'OCI, Organisation de la coopération islamique, est la deuxième grande organisation internationale. Elle regroupe en son sein 57 États. L'OCI est créée en 1969 suite à l'incendie de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem le 24 août 1969. Un mois après, plusieurs pays musulmans se sont réunis à Rabat, au Maroc, pour fustiger cet acte.
Au cours d'une conférence des chefs d'État, et la Guinée a participé, fille et membre fondateur de l'OCI. Donc nous sommes très fiers que la Guinée a pris cette fois-ci, que la Guinée réunit, la Guinée est de retour au sein de la Oumma pour guider, pour diriger, pour orienter, comme vous l'avez bien entendu dans le discours de M. le Président de la République. C'était les grandes lignes, souhaitant que l'OCI, à sa nouvelle phase, à sa nouvelle version, pourrait faire d'autres choses, pourrait changer et qu'il soit vraiment une organisation internationale qui répond aux aspirations des États membres. La conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI a lieu pour la deuxième fois en Guinée après celle de 1995. Cette organisation a pour but de sauvegarder les lieux saints de l'islam. Les échanges de civilisation vont nous permettre de renforcer les relations économiques, mais mieux encore de conforter la paix et la réconciliation nationale dans ce monde. La tenue de ce 40e sommet de l'OCI en Guinée est aussi une opportunité pour notre pays d'ouvrir de nouvelles pages de relations entre les pays membres. Maintenant, les ministres ils sont en train de discuter de supprimer les visas. Ils commencent par les visas diplomatiques et après pour les commerçants, pour les businessmen. Et petit à petit, Inch'Allah, on va enlever, ils ont enlevé les visas. L'OCI, Organisation de la Conférence islamique, a changé de dénomination pour devenir Organisation de la Coopération islamique le 28 juin 2011. Présente à Conakry, la communauté musulmane se félicite de la tenue des travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Conférence islamique. Avec le thème évocateur « Dialogue de civilisation, facteur de paix et de développement durable », les délégations des pays membres estiment que la rencontre permettra de débattre des questions qui préoccupent la Oumma islamique. Mahmoud Bari, compte rendu. Cette 40e session qui se tient en Guinée après celle de décembre 1995 a atteint ses objectifs. De par la participation des pays membres de la Oumma islamique et de par la détermination des autorités à passer en revue l'ensemble des questions à l'ordre du jour, la rencontre de Conakry retient l'attention de la communauté musulmane. Je suis content de voir plus de 50 pays musulmans rencontrés dans notre capitale, de discuter des situations qui nous préoccupent aujourd'hui. Je profite de l'occasion aussi de dire Dieu ne peut pas laisser la Guinée. Après l'arrivée des grands groupes de musulmans à notre terre bénie, je crois qu'après ça, Dieu va bénir la Guinée, aider les Guinéens d'être d'accord entre eux. Nous constatons que notre pays est en train de revenir sur le plan international. L'image de notre pays commence vraiment à se soigner sur le plan international, car je le dis sans embâche, très sincèrement, je suis bien placé pour le dire, au niveau des institutions internationales aujourd'hui, surtout l'OCI, la Guinée est presque en règle par rapport à ses contributions. Et cela est valable pour d'autres institutions. La Guinée a joué un rôle prépondérant dans la création de l'Organisation de la coopération islamique. C'est pourquoi les populations apprécient la tenue de cette 40e session à Conakry. C'est un sentiment de joie, d'allégresse, de savoir qu'aujourd'hui la Oumma islamique se retrouve encore une fois en Guinée, car nous savons le rôle qu'a joué notre pays dans la constitution de la Oumma islamique, dans sa formation et dans son épanouissement. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un juste retour à la Guinée, une forte reconnaissance à la Guinée pour tout ce que la Guinée a fait, tout ce que le peuple de Guinée a fait pour la Oumma islamique. Les travaux qui mobilisent plusieurs ministres des Affaires étrangères et délégations de la Oumma islamique se poursuivront jusqu'au mercredi au Palais des Nations à Conakry. Après 10 mois d'intenses travaux de réhabilitation, le Palais des Nations a donc abrité ce matin la 40e session du CMAI. Exécutée par l'entreprise Itgan, les travaux ont permis de rénover la salle plénière, les bureaux des différentes commissions et le restaurant VIP. Un projet qui a coûté 35 millions d'euros au gouvernement. Fatmata Samoura, reportage.
Le Palais des Nations, ici se tient la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Comme vous le voyez derrière moi, le complexe est rénové, repris à l'image des grands palais du Congrès. Pour cela, le gouvernement guinéen a déboursé 35 millions d'euros. 3 bâtiments sur les 4 qui composent la forteresse sont réhabilités et opérationnels pour la tenue du 40e Sénat. Moi, je considère ce projet comme un diamant brut qui aujourd'hui doit briller au fur et à mesure du temps avec un entretien, une maintenance et c'est un bébé qui doit apprendre à marcher et grandir d'une manière très professionnelle et il faut qu'il réussisse dans le temps. La salle plénière est entièrement refaite. Le nouveau design porte sur l'habillage du mur et du sol. L'armoirie de la République est rendue visible. À côté flottent 57 drapeaux des États membres de la Oumma islamique. L'intégralité du projet de la salle plénière est faite dans les règles de l'art. C'est devenu maintenant une référence internationale en ce type de projet. Notre expérience nous a permis d'utiliser toutes les technologies de pointe et les matériaux de pointe dans ces métiers pour obtenir un projet qui réussira dans le temps et qui fera partie du patrimoine national et que j'espère sera sauvegardé dans les règles de l'art. Sous la houlette du groupe ITCAN, ce travail de luxe est abattu par plus de 500 ouvriers, en majorité guinéens. 10 mois auront suffi pour réhabiliter ce somptueux palais des nations sur les berges de l'océan Atlantique à Conakry. À l'occasion donc de ce rendez-vous islamique international à Conakry, un dispositif sécuritaire a été déployé par les autorités guinéennes en vue de donner un éclat particulier à l'événement. François Marin. Près de 800 invités prennent part à cette rencontre. L'impressionnant dispositif sécuritaire déployé sur le site est à la taille de l'événement. À la rentrée du palais voituré, invités passent au scanner. La Guinée est de retour sur le plan international. À partir du moment où, sur le plan de la République, sur tous les chantiers diplomatiques, nous devons rassurer aujourd'hui le monde extérieur pour venir dans notre pays investir. C'est pourquoi nous ne législons pas sur les moyens pour apporter le maximum de sécurité à la fois de nos citoyens, leurs biens, mais aussi de nos frères qui viennent de l'autre côté du continent. Dans cette cour du Palais des Nations, des hôtesses accueillent et orientent avec sourire les invités. Des jeunes cadres du ministère d'État aux Affaires étrangères chargés de l'organisation assurent le protocole. Des médecins, des sapeurs-pompiers sont aussi déployés pour la circonstance, comme pour dire que tous les aspects sont pris en compte par la commission d'organisation. Nous étions là, il y a encore 72 heures. Le mauvais esprit disait que cette conférence-là ne pouvait pas se tenir dans ce palais. Tellement que les choses étaient en retard. Mais nous avons dit, impossible n'est pas guinéen. Il faut que cette conférence se tienne. Et elle se tiendra. Donc on s'est levé. On était là nuit et jour. On dormait. Ça fait 72 heures que tous les jours nous dormons ici. Alors mais voilà le résultat que ça a donné. Vraiment, je pense que l'organisation est parfaite. En tout cas, on ne peut pas dépasser le stade qu'on a atteint là. En fait, l'État a mis tout à notre disposition, il faut le reconnaître. Les médicaments, l'équipe médicale était au beau fixe. Et depuis ce matin, nous avons reçu 2 cas. 2 cas dont l'un a été hospitalisé parce qu'il a fait une hypoglycémie. Parce que c'est un diabétique qui a pris de l'insuline, qui a fait une crise hypoglycémique. Et le second malade, c'est un cas d'hypotension artérielle. La tenue de ce 40e sommet à Conakry est un autre challenge que les autorités de la Troisième République relèvent avec fierté. Les enjeux de l'Organisation de la coopération islamique sont plutôt assez clairs. De la question de pauvreté à celle de sécurité, de paix et de développement, les différents membres disent en être conscients et comptent bien coordonner leurs efforts pour les résoudre. Makale Souma.
Connaissant les missions essentielles de l'OCI qui sont entre autres la promotion de la solidarité entre les États membres, l'aide à la paix et à la sécurité internationale fondée sur la justice et la lutte contre l'islamophobie et toute autre forme de haine et de violence, et partant du programme d'action décennale qui prévoit une action commune, il faut dire que les enjeux de cette 40e session du CMAE sont plutôt assez clairs, surtout en se basant sur ce thème principal, dialogue des civilisations, facteurs de paix et de développement. Des questions de sécurité et aussi de politique seront à l'ordre du jour, compte tenu des nombreux problèmes qui se passent dans le monde musulman, avec une question centrale, celle de la Palestine. Oui, la Palestine pour qui l'OCI s'engage à se battre pour tenter de trouver une solution, mais surtout l'aider à créer un État palestinien reconnu. L'autre enjeu de cette session est aussi le renouvellement du bureau exécutif et du secrétariat général de l'OCI qui devrait se faire dans un fair play islamique. Les enjeux sécurité, pauvreté, paix et développement sont plus que jamais d'actualité et nécessitent la capitalisation des efforts pour leur résolution. Il faut dire que les missions de l'OCI, depuis sa création, se sont étendues. L'organisation aujourd'hui joue un rôle croissant pour tenter de résoudre les crises du monde islamique dans sa globalité. En marge de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé des audiences à plusieurs délégations. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les pays membres, le développement et l'intégration économique et politique. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Le renforcement de la coopération, le développement socio-économique au sein des 56 pays membres de l'OCI et la consolidation de la paix sont les messages clés véhiculés par les ministres des Affaires étrangères qui ont été reçus en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Mieux, les chefs de délégation de ces pays amis de la Oumma islamique sont porteurs de messages de leur chef d'État à l'adresse du président Alpha Condé. J'ai envoyé un message de notre président Adli Mansour à votre président, un message très clair. Nous avons une priorité pour l'Afrique maintenant. On prépare de travail gouvernementaux et aussi dans les affaires privées, la private sector, pour avoir des projets ici à Guinée et aussi dans d'autres pays africains. C'est Son Majesté le Sultan de Brunei qui a envoyé son meilleur vœu à M. le Président et facilitation d'avoir de l'OCI. Dans cet rendez-vous aujourd'hui, on va trouver quelques coopérations. La présence de cette semaine en Guinée, ça aide beaucoup pour connaître les différents sujets qu'on va discuter dans cette semaine. Son Excellence le Président est confirmé que cette semaine ça va renforcer les relations entre. On remercie beaucoup l'État guinéen pour cette hospitalité et personnellement les délégations émiratives. Je suis porteur de messages de salutation de notre peuple et les autorités iraniennes pour le peuple et les autorités et le président de la République de la Guinée. Pour la République islamique d'Iran, ses relations avec l'Afrique est très prioritaire. Nous avons réitéré à son Excellence professeur Alpha Condé notre disponibilité pour développer nos relations et coopération avec la République de Guinée. Nous espérons être témoins dans le futur le voyage de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de la Guinée, son voyage en Iran. Et son voyage pourrait être un tournant décisif pour relancer de plus les coopérations et relations entre nos deux pays. Pakistan et Guinée. La Guinée et le Pakistan ont une bonne relation entre eux. Il y a quelque chose de 15 millions de dollars entre eux qui fait le commerce entre la Guinée et le Pakistan.
qu'ils vont fournir l'effort pour voir augmenter ça. Il a demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir accepter une commission mixte guinéenne et pakistanaise pour voir comment promouvoir la coopération entre la Guinée et le Pakistan. J'ai transmis les salutations de Sa Majesté à Son Excellence Monsieur le Président et je l'ai aussi informé de la visite prochaine de Sa Majesté le Roi en Guinée durant la deuxième semaine de janvier. C'était l'occasion d'échanger sur la coopération entre le Maroc et la Guinée, l'excellence des relations entre nos deux chefs d'État, mais aussi l'excellence des relations de coopération. Nous avons beaucoup de dossiers à travailler ensemble. Notre approche a toujours été d'être aux côtés de nos amis. La Guinée a toujours fait partie de nos amis. Comme on le voit, Conakry est la capitale du monde islamique durant 72 heures. Un monde réuni pour promouvoir la paix, le développement et l'intégration économique des 56 pays membres de l'Organisation pour la coopération islamique OCI. Un événement qui cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État qui tient à booster le leadership de la Guinée en Afrique de l'Ouest. Tout un challenge. Parlant toujours de l'OCI, le président de la Banque islamique de développement est l'un des invités du sommet de la Oumma islamique. Il promet que la BID va accompagner la Guinée dans son élan de développement. L'annonce a été faite après sa visite des locaux du Waqf BID Guinée. Kerno Ousmane Diallo nous fait le point. Arrivé à Conakry dans le cadre du 40e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, président du groupe de la Banque islamique de développement, visite les locaux du Waqf BID Guinée. L'organe créé il y a 17 ans grâce à un financement de l'institution bancaire qu'il préside. Aujourd'hui, 50% des ressources tirées de la location des bâtiments sont investies dans les actions humanitaires, essentiellement dans le financement de bourses d'études et la construction d'édifices scolaires. La mission principale ne s'arrête pas au succès du Waqf en Guinée, mais plutôt de disséminer cette pratique, cette sunna, cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà du territoire guinéen et surtout dans la zone subsaharienne. Non loin du Waqf BID Guinée sera bâtie la cité Waqf, un projet qui va coûter 61 millions de dollars. C'est une question aussi de voir avec les investisseurs qui s'intéressent, qui sont intéressants, et de voir aussi certains bailleurs de fonds qui peuvent s'ajouter à la BID pour pouvoir réaliser dans le meilleur délai ce projet, pour que ce projet soit aussi une réalité, comme nous avons le premier projet qui est là aujourd'hui, qui est devenu une fierté, c'est pas seulement pour la Guinée, mais pour la sous-région. Lors de la récente conférence sur la Guinée à Abu Dhabi, la BID avait annoncé son intention d'investir 300 millions de dollars en Guinée pour accompagner le développement du pays. Et puis ce dîner gala offert par l'ambassade du Liban en Guinée à la délégation libanaise en séjour de travail à Conakry. Une occasion de jeter un regard sur la coopération entre Beyrouth et Conakry. C'était dans un réceptif hôtelier de Kaloum en présence de la communauté libanaise vivante en Guinée. Sekousouma Sankumba Doukouri. L'ambassadeur du Liban en Guinée accueille son ministre des Affaires étrangères venu pour le sommet de l'Organisation de la coopération islamique. À l'occasion, un dîner à côté offert aux diplomates pour magnifier l'hospitalité guinéenne. Dans ce jour heureux que la communauté libanaise de Guinée a tant attendu, c'est une belle coïncidence de voir le monde entier aujourd'hui regarder la Guinée et notre ministre est l'un de ces gens qu'on a déjà attendu, beaucoup attendu, et voilà la bonne occasion pour qu'il participe à l'OCI, mais aussi à voir la communauté libanaise de Guinée. Il est évident que l'ambassade du Liban et toute la communauté libanaise profitent de la visite de M. le ministre des Affaires étrangères, qui est venu avec une importante délégation pour assister à l'OCI, profite de sa présence pour essayer d'avoir un contact permanent avec lui, d'avoir les nouvelles du Liban,
et d'insister sur la coopération entre les deux pays frères, le Liban et la Guinée. Le ministre des Affaires étrangères salue l'acte. Il appelle ses frères libanais à se conformer aux lois guinéennes. Il retrace les liens de fraternité et de coopération existants entre les peuples libanais et guinéens. Dr Abouman Mansour a aussi réitéré l'engagement de son gouvernement à accompagner le programme de développement économique de la Guinée. Autre rencontre religieuse, autre lieu, cette fois à Touba dans Gawal, avec la tenue du Grand Fidaou organisé par les fils de la localité. 10e du genre, cette année, la ville sainte de Karmakoba a accueilli plus de 20 000 participants venus du monde entier pour des prières et des bénédictions. Le traditionnel événement offre aujourd'hui une dimension internationale. Abdul Aziz Baldé, Sissoko. Touba, sous-préfecture située à 47 km de Gawal, accueille à nouveau la 10e édition du Grand Fidaou 2013. Au terme des 2 jours, des prières et des bénédictions pour les illustres disparus, l'instauration d'une culture de paix en Guinée ont été les temps forts de cette rencontre. Le Grand Fidaou de Touba a également pour objectif de contribuer à l'entente et la fraternité entre tous les fils d'Akanké, d'une part, entre tous les fils et filles de notre beau pays, la Guinée et de toute la sous-région. C'est le moment et le lieu, au nom du grand calife de Touba, El Hadj Omar Diaby, de remercier Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour le rayonnement de l'islam. Rien n'a sauvé la Guinée, si ce n'est pas le Saint-Coran que nous lisons, si ce n'est pas les zikros, que les califes, les marabouts sont en train de procéder à faire chaque année et chaque nuit. Cela a pu protéger ce pays. Toutes les nations, sans religion, c'est comme un véhicule qui descend dans un ravin et sans frein. Nous invitons ici, à l'occasion de ce Fidaou, l'ensemble des acteurs politiques de la Guinée, les opérateurs économiques, tout le monde, à ce que nous protégeons ensemble l'intérêt de la Guinée. Pour cette année, plus de 20 000 personnes venues de divers horizons du monde ont plusieurs fois lu le Saint-Coran. Cet exercice de haute portée religieuse est de l'initiative des fils et filles de Touba. J'ai beaucoup de problèmes, j'arrive pas à avoir un enfant. Et comme il y a beaucoup de femmes qui sont venues ici, ils ont demandé la prière auprès du souverain qui était là. Et grâce à sa bénédiction, ces femmes-là, elles ont été satisfaites. C'est la raison pour laquelle moi aussi je suis venue ici. J'ai remarqué que la vie ancestrale existe toujours. Et ça, c'est un truc qui est très important pour la Guinée parce que quand tu vas dans les autres pays, tu vois qu'il y a des conservations depuis des décennies et des décennies. Cette célèbre fête, communément appelée Fidaou, est commémorée tous les 2 ans. C'est pour rendre hommage au grand Waliou Fekar Mouba Diaby, fondateur de Touba, décédé depuis 3 siècles. Le ministre des Droits de l'Homme a rencontré récemment les ONG de la place en vue d'harmoniser les points de vue sur les mesures à prendre pour le respect effectif des droits de l'homme en Guinée. Nous, Diallo. Solution fiable à l'insécurité dans le strict respect des droits de l'homme en Guinée, c'est du moins le point de mire de cette rencontre entre les membres des ONG de défense des droits humains et le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Après 4 heures d'horloge, ces responsables des ONG de défense des droits humains ont fait plusieurs propositions allant dans le sens de la responsabilité collective de tous les citoyens. Ils ont invité la population à la vigilance. Aussi, ils demandent au gouvernement de veiller au respect des principes fondamentaux des droits humains. Le ministre des droits de l'homme veut que vraiment cela cesse. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il a essayé de rencontrer toutes les organisations des défenseurs des droits de l'homme pour voir qu'est-ce que nous pourrions faire pour aider non seulement l'État, mais les citoyens qui sont en danger tous les jours. Au terme de cette rencontre, Khalifa Gassama Diaby a exhorté les ONG de défense des droits de l'homme de déposer leurs projets au ministère de tutelle. Cela pour les examiner afin de trouver des partenaires financiers pour leur exécution. Vous avez dit respect des droits humains. Demain, 10 décembre, l'humanité célèbre la journée internationale des droits de l'homme. Une occasion pour faire la promotion du respect des droits humains et des libertés publiques. À propos, voici un extrait du discours du ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Khalifa Gassama Diaby est au micro de Habib Thiam. Chers compatriotes,
Dans le pays profond, le gouvernement décembre 2013, jour d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre pays, à l'instar de tous les États membres des Nations Unies, célébrera demain la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, l'appel au travail pour vos droits est le thème retenu. Chers compatriotes, les droits de l'homme découlent des principes universels et tous les États ont l'obligation d'assurer à leurs citoyens et à toutes les personnes vivant sur leur territoire une jouissance réelle et effective de tous les droits de l'homme. De ce fait, la définition et la mise en œuvre des réelles politiques publiques de promotion et de protection des droits de l'homme demeurent un impératif salutaire. Chers compatriotes, le thème choisi cette année au travail pour vos droits est pour d'autres pays, à l'instar de beaucoup d'autres pays, une acuité évidente. Nous devons, dans le cadre de notre volonté collective de bâtir une société respectueuse des droits de l'homme et d'un état de droit démocratique, travailler pour faire des idéaux des droits de l'homme une réalité vivante pour chaque citoyen guinéen et toute personne vivant en Guinée, ce, quelles que soient leurs différences ou leurs singularités. Nous sommes tous débiteurs et créanciers des droits de l'homme. Notre désir et besoin légitime de jouir de nos droits, des droits que la nature nous accorde du simple fait de notre humanité, doivent avoir pour socle le rejet et le refus de la violence, de toutes les formes de violence, quels que soient les auteurs, quels que soient les motifs. Renoncer à la violence, ce n'est pas renoncer au combat, au travail pour les droits de l'homme. Au contraire, c'est intégrer l'évidence que les violences sont toujours source de violation des droits de l'homme, d'injustice et de frustration. Chers compatriotes, la célébration de cette journée internationale a malheureusement coïncidé avec la disparition d'un combattant de la liberté, d'un adepte du pardon, de la réconciliation et de la justice. Il s'agit de Nelson Mandela. Parce que son combat fut aussi l'incarnation du travail pour les droits de l'homme, parce qu'il a compris et incarné avec justesse l'importance de ne jamais faire remplacer une domination par une autre, parce qu'il a épargné à l'Afrique du Sud une guerre civile sanglante en optant, certes pour la vérité, mais au service du pardon et de la réconciliation entre ses compatriotes pour la réconciliation nationale. Le héros Mandela a donné au monde une magistrale leçon d'humanité, de liberté et de justice. Pour tous ces combats, au nom du peuple de Guinée, au nom du président de la République et de tout son gouvernement, j'exprime ici au peuple sud-africain mes condoléances les plus attristées. J'exprime ici le vœu que notre pays, notre peuple s'engage résolument dans ce travail pour la promotion et la protection des droits de l'homme, pour bâtir ensemble, dans un esprit de fraternité, de paix, de justice, d'égalité et de liberté, une Guinée démocratique et prospère. Je vous remercie. Dans le pays profond, le gouvernement guinéen fait des efforts pour améliorer les conditions de vie des populations, ce à travers la construction de la voirie urbaine de certaines villes. C'est le cas de Kankanabaya qui a bénéficié de 33 km de voirie réalisée par l'entreprise Gutter. Fode Bangal Fofana, RTG Kankan. La construction de la voirie urbaine de certaines de nos villes à l'intérieur du pays a beaucoup contribué à changer positivement leur image. C'est le cas de cette ville de Kankanabaya qui devient de plus en plus une ville attrayante. Des rues larges bordées de caniveaux, des carrefours bien aménagés. En initiant ce projet, le président de la République et son gouvernement affichent ainsi leur volonté et leur détermination à faire changer le visage de ces villes à l'intérieur du pays. L'exécution de ces travaux a été confiée à une entreprise de la place, la guinéenne de terrassement routier Guiter. Pour la réalisation de ce projet, le PDG de l'entreprise Guiter, qui est un des fils du terroir, n'a pas lésiné sur les moyens matériels et humains. Une vingtaine d'expatriés européens et plusieurs centaines de cadres et ouvriers guinéens sont les artisans de cette œuvre fort appréciable, avec un patrimoine logistique bien fourni qui n'a rien à envier aux entreprises étrangères qu'on a l'habitude de voir ici. Cela tant sur le plan de la qualité du personnel
que la qualité du travail réalisé. À peine que nous achevons le coutumage, elle demande des assainissements un peu partout et c'est justifié. Et elle souhaite l'amélioration de leurs conditions d'existence. Et nous sommes engagés par rapport à ces populations à améliorer leurs conditions de vie. C'est le programme de société que M. le Président a proposé aux populations guinéennes et sur la base duquel il a été élu. Donc c'est un engagement, c'est un contrat avec les populations que nous tenons à remplir. Dans cette ville de Kankan, 33 km de béton bitumineux ont été posés par l'entreprise Guiter sur lesquels porte le contrat. 33 km qui ont été identifiés par les autorités locales d'alors en rapport avec les services de travaux publics et de l'urbanisme et habitat. Selon une étude faite par les spécialistes en la matière, cette voirie urbaine de Kankan est à ce jour dans les environs de 400 km. Au centre-ville, 12 km comprenant entre autres les axes allant de la BCRG au carrefour Milo, l'Ofeba Silani Mango, Hôtel Baté ex-Cinéma Rio viennent d'être identifiés par les autorités locales et sont à reconstruire. Une doléance que les autorités sociales, religieuses et administratives de Kankan ont déjà présentée au chef de l'État à cet effet. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal avec l'actualité principale ce lundi. Ouverture solennelle par le président de la République des travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la conférence islamique. À tous, merci de l'attention. Rendez-vous demain dans la même édition et à la même heure, Inch'Allah.